Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on démarre tout de suite. Négociations. Ukraine-Russie. Pourquoi la paix est-elle impossible malgré les pressions de Trump? Trump avait promis de mettre fin à cette guerre en 24 heures. 18 mois plus tard, 3 rounds de négociations entre Américains, Ukrainiens et Russes, aux Émirats arabes unis puis en Suisse, n'ont abouti à aucune percée. En mai, un cessez-le-feu de 3 jours a bien été annoncé. Mais les négociations n'ont pas repris depuis. Plus de 4 ans de guerre, près de 15 000 civils ukrainiens tués et plus de 40 000 blessés depuis février 2022, selon la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU. En mai 2026, le pays a enregistré son mois le plus meurtrier depuis le début de l'invasion. Plus de 2000 victimes civiles. Et pourtant, la paix reste un mirage. La question qui divise l'Occident est simple à formuler. Impossible à trancher. Faut-il pousser l'Ukraine à négocier, même si cela signifie céder du terrain? Ou bien est-ce récompenser l'agresseur et inviter de futures invasions? Deux camps s'affrontent. Et ce soir, on va comprendre pourquoi aucun des deux n'a encore gagné la partie. Pourquoi cette question explose maintenant? Le sommet du G7 vient de s'achever à Évian-les-Bains, du 15 au 17 juin 2026. Emmanuel Macron a parlé d'un moment d'unité, après des mois de désaccord avec Trump. Un moment Évian, selon ses propres mots. Pour la première fois depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, le G7 a publié une déclaration conjointe, affirmant son soutien indéfectible à l'Ukraine et reconnaissant son intégrité territoriale. Mais derrière l'affichage diplomatique, les blocages demeurent. Trump est arrivé au sommet gonflé par son accord avec l'Iran et a déclaré vouloir maintenant se concentrer sur l'Ukraine. Zelensky a proposé de rencontrer Poutine aux États-Unis. Les dirigeants du G7 ont affiché leur volonté d'intensifier la pression sur Moscou via des sanctions sur le pétrole et le gaz. Et quelques jours plus tôt, le 7 juin, les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de l'Ukraine se réunissaient pour réaffirmer leur soutien indéfectible à Kiev. Leur déclaration commune exige des garanties de sécurité robustes et juridiquement contraignantes pour l'Ukraine, incluant le déploiement d'une force multinationale. Les avoirs russes doivent rester gelés jusqu'à ce que Moscou indemnise l'Ukraine. Autant de lignes rouges européennes face aux exigences russes. Les faits, ce qui bloque vraiment. Au cœur de l'impasse, le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, dont la Russie contrôle environ 3/4. Moscou exige que Kiev retire ses troupes des zones qu'elle contrôle encore dans cette région. Mais l'Ukraine refuse de céder un territoire qu'elle n'a pas perdu au combat. L'Ukraine a accepté un cessez-le-feu le long de la ligne de front actuelle, dans un plan qui entérinerait de facto le contrôle russe sur les territoires actuellement occupés. Mais Poutine exige des concessions irréversibles supplémentaires. Concrètement, que Zelensky cède des parties du Donbass encore contrôlées par les forces ukrainiennes. Le Kremlin est limpide. Selon son porte-parole Dmitri Peskov, le retrait ukrainien du Donbass est une condition essentielle. Zelensky, lui, a répété qu'il rejetait l'idée de céder du territoire dans tout accord de paix. Peskov a mis en garde. L'administration américaine est pressée, mais la question d'un règlement ukrainien est bien trop complexe, et la route vers un accord de paix très longue. Le camp qui veut négocier maintenant. Pour ceux qui plaident pour des concessions ukrainiennes, l'argument central est humanitaire et pragmatique. 4 ans après le début de l'invasion, le conflit s'enfonce dans une guerre d'usure. L'année 2025 a été la plus meurtrière pour les civils. Le bilan dépasse les 15 000 civils tués et 40 000 blessés. Des millions d'habitants restent déplacés ou réfugiés. Trump lui-même, ainsi que le maire de Kiev, Vitali Klitschko, ont suggéré que l'Ukraine pourrait n'avoir d'autre choix que de faire des concessions si elle veut mettre fin à cette guerre de plus de 4 ans. L'argument stratégique est aussi sur la table. Chaque mois de guerre coûte des vies, détruit des infrastructures, épuise les économies. Les frappes atteignent désormais des villes éloignées des lignes de front, où les habitants vivent sous la menace permanente des missiles et des drones. Un cessez-le-feu imparfait, disent les partisans de cette ligne, vaut mieux qu'une guerre sans fin. Enfin, certains observateurs soulignent que l'Ukraine dépend du soutien occidental, qui n'est pas garanti éternellement. Les opinions publiques européennes et américaines peuvent se lasser. Mieux vaut négocier tant que le rapport de force le permet encore, selon cette logique. Le camp qui refuse de céder. De l'autre côté, les arguments sont tout aussi puissants. Céder du territoire à un agresseur, c'est valider le droit du plus fort. Si Poutine obtient le Donbass par la guerre, quel message envoie-t-on à d'autres puissances révisionnistes? Taïwan, la Moldavie, les pays baltes observent. Zelensky a réaffirmé qu'aucune concession territoriale n'est envisageable sans garantie de sécurité solide. Il a glissé cette phrase. Les Ukrainiens ne font plus confiance aux promesses internationales après le mémorandum de Budapest. Ce mémorandum,
C'est l'accord de 1994, par lequel l'Ukraine a renoncé à son arsenal nucléaire, le troisième mondial à l'époque, en échange de garanties d'intégrité territoriale de la part des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie. En envahissant l'Ukraine, la Russie a violé clairement cet engagement. Pourquoi Kiev ferait-elle confiance à de nouvelles promesses? Les Européens l'ont compris. Leur déclaration du 7 juin insiste sur le fait que les intérêts de sécurité de l'Europe doivent être préservés dans tout accord et que tout élément relatif à l'Union européenne et l'OTAN nécessite leur consentement. L'Ukraine ne sera pas vendue sans son avis, ni sans celui de ses alliés. Ce que l'histoire nous apprend. Le précédent de Budapest hante les négociations. Au lendemain de la chute de l'URSS, l'Ukraine était devenue la troisième puissance nucléaire mondiale. Elle a renoncé à cette dissuasion contre des garanties qui se sont révélées creuses. Mais l'histoire offre aussi d'autres leçons. Les accords de Munich en 1938, où les démocraties ont cédé les Sudètes à Hitler, n'ont pas empêché la Seconde Guerre mondiale. À l'inverse, la partition de la Corée en 1953, quoique douloureuse, a permis un armistice durable. Quel précédent s'applique ici? Personne ne peut le dire avec certitude. Selon l'International Crisis Group, la diplomatie de navette entre Russie et Ukraine n'est pas une mauvaise méthode, mais elle a pâti de confusion, de fuite et de soupçons quant aux intentions réelles de Trump. Même si sa volonté d'engager le dialogue avec Poutine a ouvert une opportunité, les négociateurs pourraient fort bien la laisser passer. Les scénarios possibles. Premier scénario, l'enlisement prolongé. Sans percée diplomatique, la guerre continue. La Russie a essuyé des pertes historiques pour conquérir moins de 1% de territoire supplémentaire en 2025. Mais elle peut tenir économiquement grâce à ses ventes d'hydrocarbures. L'Ukraine tient grâce au soutien occidental. C'est une guerre d'usure qui peut durer des années. Deuxième scénario, un cessez-le-feu gelé façon Corée. La ligne de front devient une frontière de facto. Pas de reconnaissance juridique des annexions russes, mais pas de combat non plus. Les Européens préparent déjà le terrain avec leur projet de force multinationale Ukraine pour garantir un éventuel cessez-le-feu. Troisième scénario, une escalade. L'ONU note que l'emploi d'armes puissantes dans les zones urbaines augmente. Les attaques atteignent des villes à travers toute l'Ukraine, loin des zones de combat actifs. Si les négociations échouent complètement, chaque camp pourrait être tenté de forcer une décision militaire. La question que posait un analyste à Evian reste entière. Le revirement de Trump sera-t-il durable? Les prochaines semaines diront si le moment Evian se traduit en trajectoire stable ou en simple pause. La question qu'on vous laisse. 4 ans de guerre, des dizaines de milliers de morts, des millions de vies brisées. D'un côté, ceux qui pensent qu'un compromis territorial douloureux est le seul moyen d'arrêter l'hémorragie. De l'autre, ceux qui affirment que céder au chantage de Poutine ne fera que reporter et amplifier la prochaine crise. Les deux camps ont des arguments solides. Les deux camps ont raison de s'inquiéter. Et c'est peut-être pour cela que la paix reste hors de portée. Parce que les coûts de l'accord et les coûts de la guerre sont tous deux insupportables. Alors, faut-il pousser l'Ukraine à accepter une paix imparfaite pour sauver des vies aujourd'hui? Ou tenir bon pour défendre des principes qui protégeront l'Europe demain? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez comprendre les dynamiques de pouvoir entre grandes puissances et comment elles façonnent les conflits actuels, j'ai une analyse complète là-dessus sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner. Et comme toujours, cette vidéo présente une analyse, pas une vérité absolue. À vous de vous forger votre opinion.